Voilà, nous en avons terminé de la présentation des délibérations tant du budget principal que des budgets annexes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser les questions avant que nous passions au vote. Monsieur Charles, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, si vous le permettez, quelques constats sur les comptes administratifs, puis deux petites questions. Le premier constat est que nous prenons acte de la hausse des recettes, due notamment, vous l'avez très bien expliqué, à la réforme fiscale, au nouveau calcul des bases fiscales et un rattrapage sur la taxe d'habitation de 2020. C'est une très bonne nouvelle. Si nous étions taquins, nous pourrions profiter de cette aubaine pour reparler du maintien de l'heure de stationnement gratuite, de la hausse de la dotation pédagogique pour les écoles ou de la hausse du budget du CCAS que cette manne financière nous aurait permis de financer. Mais nous ne referons pas aujourd'hui le débat d'orientation budgétaire. Nous constatons ensuite une hausse de la population tarbaise qui entraîne automatiquement une hausse de la dotation générale de fonctionnement. C'est aussi une bonne nouvelle. En contrepartie, nous voyons aussi, au regard du potentiel fiscal de la population tarbaise, que nous sommes considérés comme une commune pauvre. Si cela entraîne une dotation supplémentaire, c'est une donnée qu'il nous faudra assumer et nécessairement intégrer dans nos réflexions lors de l'élaboration du prochain budget. Une question d'ordre technique, mais à laquelle vous avez déjà répondu, Monsieur Giral, lors de votre présentation. Nous avions noté une baisse significative des charges à caractère général de 11%. La question qu'on se posait, c'est que est-ce que c'était une baisse conjoncturelle qui était encore des suites de la crise sanitaire, ou est-ce que c'était plus structurel? Visiblement, ça a l'air plus structurel d'après vos explications. La deuxième question, c'est qu'il nous semble que nous avions évoqué lors d'un précédent conseil municipal la possibilité de mettre en place une taxe sur les locaux commerciaux vides ainsi que sur les logements inoccupés. Ces taxes existent-elles? Si oui, avec quels critères ont-elles été mises en place? Et sinon, nous souhaitons que l'on puisse étudier rapidement la faisabilité de leur mise en place qui permettrait une rentrée d'argent significative pour la mairie. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Charles, je vous réponds pour la taxe pour les locaux commerciaux vacants. Sous la précédente mandature, la municipalité a pris une délibération en ce sens et il faut un temps de vacances de 2 ans. Aujourd'hui, nous travaillons avec le centre des impôts. Il y a un listing, un fichier à partir du foncier qui a été regardé. Les contribuables, bailleurs, dont les locaux sont vides depuis plus de 2 ans, ont déjà reçu une lettre pour leur dire qu'ils vont être taxés, sauf s'ils ont fait des diligences pour essayer de louer ces locaux à les prix du marché. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les services fiscaux sont en échange avec le service commerce et on est en train d'éplucher les réponses qu'ont fait les bailleurs, ce qui signifie qu'au mois d'octobre, eh bien, pour la première fois, et parce que la municipalité a délibéré pendant le précédent mandat, les bailleurs recevront une taxe additionnelle pour les locaux vides s'ils n'ont pas fait les diligences. Alors il ne s'agit pas pour ces bailleurs de dire « oui, j'ai donné un mandat à une agence pour louer 10 000 € par mois quand ça n'en vaut que 2 000 ». Il s'agit de choses objectives. Mais donc ils recevront à la prochaine rentrée fiscale donc cette taxe additionnelle qui est de 5% la première année, 10% la première année de la valeur locative, c'est les impôts qui déterminent la valeur locative, 15% la deuxième, 20% la suivante. Ça devrait avoir un effet assez rapide sur la vacance commerciale. Je vous fais une petite incise sur le stationnement, Monsieur Charles, parce que je vous ai déjà répondu en commission des finances. Je pourrais vous dire qu'avec 40 centimes, on paye 15 minutes de stationnement. Et on a droit à 1 heure et 15 minutes. Et ça a eu un effet, je voudrais vous le dire. Ça n'a pas été fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. On n'a pas fait ça. On a fait ça pour créer une fluidité du stationnement en ville. Et j'ai le plaisir de vous dire que le stationnement, le nombre de tickets qui a été délivré a augmenté de 14,43%. Autrement dit, cette disposition qui consiste à demander aux gens de payer 15 centimes, ça leur fait prendre conscience qu'ils ont 1h15 de stationnement avec 40 centimes, ce qui est inégalé. Si vous allez à Pau ou n'importe où ailleurs, c'est inégalé. Ça leur fait prendre conscience aussi que dans 1h15, eh bien, il faudra remettre une pièce ou bien laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis, nous sommes passés de 14 599 tickets en 2021
à la semaine comparable à 16 706 tickets pour la semaine considérée. Voilà, c'était une précision que je voulais vous donner. Est-ce que M. Giral voulait apporter d'autres compléments? Non, pas d'autres observations. Je crois qu'il a été donné réponse à M. Charles. Je vous en prie, madame. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous souhaiterions faire quelques commentaires sur le compte administratif du budget annexe du centre de santé. En effet, le résultat d'exploitation est déficitaire et une des raisons structurelles est paradoxalement celle qui a conduit à sa création, l'insuffisance des ressources médicales. Mais ce service public n'a pas vocation à être excédentaire. Il doit permettre au plus grand nombre d'habitants d'accéder aux soins de premier recours. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Nous l'avons déjà évoqué ici, nos territoires sont en compétition pour attirer des médecins généralistes. Nous pensons plus que jamais qu'une action coordonnée est nécessaire et doit être portée par la puissance publique. Il faut une véritable politique de santé publique avec la volonté d'impulser la prévention, d'agir sur les déterminants de santé en s'appuyant sur un service public territorial de santé dans lequel un centre de santé aurait toute sa place et dont le financement ne serait plus majoritairement un financement à l'acte. Cela ne peut passer que par un projet politique fort et il en va de notre responsabilité de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Madame Calais, juste un mot qui m'a surpris dans ce que vous avez dit. Le budget annexe de santé n'est pas excédentaire, il est déficitaire. Et il va donc y avoir une délibération qui va être prise. La municipalité qui a mis ça en place ne l'a pas fait dans des buts mercantiles, mais pour rendre un service à la population. La preuve en est, c'est déficitaire, et c'est bien les tarbés qui vont contribuer à ce budget pour rendre le service à la population. Gens qui n'ont plus de médecin, on est bien d'accord? C'était bien notre propos, monsieur Claverie. J'avais cru le contraire, pardon. Bien. Quelqu'un d'autre demande la parole pour Monsieur Charles? C'est la dernière fois, monsieur. Oui, merci, tout à fait. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas répondu sur ma question concernant la taxe sur les logements vacants. Vous avez répondu sur les locaux commerciaux vides, mais pas sur les logements vacants. Et juste une petite question concernant le budget annexe de la restauration collective, où l'on observe un léger déficit. C'était pour savoir là aussi, est-ce que c'est un déficit qui est dû, selon vous, aux suites de la crise sanitaire, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurel? Je vous remercie. Monsieur Giral, vous voulez répondre? Alors, sur la taxe sur les logements vacants, oui, allez-y, oui. Alors, sur la taxe des logements vacants, il n'y a pas de délibération qui a été prise pour les logements vacants, mais pour les commerces vacants. En revanche, vous savez qu'il y a un programme Action Cœur de Ville avec un investissement à la fois de l'agglomération, des cofinanceurs et de la ville elle-même qui a conduit à la restauration de logements qui est en cours. Presque 300 logements sont en programmation sur 3000 logements qui nécessitaient une restauration parce que le parc du centre-ville nécessite ces restaurations. Voilà. Donc, il y a un engagement fort de la municipalité avec ce dispositif national Action Cœur de Ville et les cofinancements pour améliorer l'habitat en centre-ville. Merci, Madame le rapporteur. Est-ce que vous avez des questions sur ces subventions? Madame Calais. Merci, monsieur le maire. Donc, nous allons voter une subvention ordinaire et une subvention exceptionnelle à l'association Ambition Pyrénées. Avez-vous des éléments de bilan à nous présenter? L'année dernière, monsieur Craspaille, bon, il n'est pas là ce soir, mais il nous avait notamment fait part d'un projet alimentaire territorial en voie d'élaboration. Et on a donc aussi tout à l'heure parlé de la mutualisation pour la recherche des professionnels de santé, les actions d'attractivité. Voilà, si vous avez un petit point. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Ah bon. Je soumets cette proposition à votre appréciation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Merci. Merci, monsieur Claverie. Oui, je vous en prie. Monsieur Roger, allez-y. Premier bouton.
À gauche. C'est ce que j'ai fait. À gauche, c'est mieux. Ça y est, marche. c'est bon. Nous avons besoin d'éclaircissements concernant cette délibération, parce que sauf erreur de notre part, donc, la dernière fois qu'il était question de l'orangerie en conseil municipal, c'était le 6 avril 2021, où nous avions voté en faveur d'une étude cofinancée avec la DRAC pour un montant à peu près de 39 000 euros. Alors nous soutenons évidemment le principe de cette restauration, hein, vous avez insisté sur l'importance de cette construction dans le patrimoine tarbais, mais vous nous demandez maintenant de valider un projet dont on ne sait rien pour un total d'1,2 million d'euros, avec une dépense pour la ville qui s'élève à 650 000 euros. Pouvez-vous nous détailler davantage les épisodes précédents et nous dire par exemple d'où sort ce chiffrage et à quoi il correspond plus précisément? Merci. Il sort de mon chapeau, ce chiffrage. Non, c'est un chantier important sur lequel nous nous sommes interrogés longtemps. Vous avez évoqué les études qui ont été réalisées. Ces études nous permettent aujourd'hui, nous ont permis aujourd'hui de présenter un dossier, notamment pour bénéficier du loto du patrimoine, ce qui n'est pas rien, 300 000 euros, vous l'avez vu, et donc de présenter le nouveau projet. Alors, bien sûr, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'entre-temps, bien, les évolutions sur les chantiers, et il n'y aura pas que celui-là, malheureusement. Mais en l'occurrence, vous noterez que nous allons rénover l'intégralité de l'orangerie pour un engagement de la ville de l'ordre de près de 50%, un peu plus de 50%, ce qui n'est pas rien quand même. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai longuement hésité dans le contexte actuel, comme je l'ai évoqué d'ailleurs pour la halle du Foirail, en disant que compte tenu de l'évolution des coûts, on va peut-être interrompre des projets, on les reportera plus tard. Bon, là, compte tenu du soutien du loto du patrimoine, on a décidé qu'on allait le faire. On le fera peut-être en 2 ou 3 phases. Merci, monsieur le rapporteur. Avez-vous des questions à poser à monsieur Giral? Madame Calais, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Donc, la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019 consacre son premier volet au dialogue social, en calquant la réforme des instances représentatives du personnel sur le modèle adopté en septembre 2017 dans le privé. Or, 4 ans après, le bilan de cette instance fourre-tout n'est pas glorieux. Les élus, du fait de la diminution du nombre de mandats, sont fragilisés par une surcharge de leur travail de représentation et insuffisamment formés pour gérer à la fois les questions économiques, sociales, de santé au travail ou d'environnement. Le nombre d'heures de délégation est trop faible, ces réunions sont des réunions fleuves et s'apparentent à des chambres d'enregistrement des décisions de l'employeur. Nous étions opposés aux ordonnances Macron de 2017. Nous le sommes tout autant pour une transformation des instances sur ce modèle dans la fonction publique et nous nous abstiendrons sur cette délibération et la suivante. Très bien, madame, nous en prenons acte. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Merci, madame Marin. Avez-vous des questions à poser? Je vous en prie, monsieur Rouget. Oui, ce projet va bien sûr pour nous dans le bon sens et nous sommes d'autant plus d'accord que nous étions récemment intervenus à propos de la pollution visuelle occasionnée par les panneaux lumineux. Donc du coup, tant qu'à faire, il serait judicieux de pousser la cohérence jusqu'à la suppression de ces panneaux, qui sont d'ailleurs source d'autres nuisances, mais on a déjà dit notre point de vue là-dessus. Pour en revenir à cette délibération, nous avons 2 questions. Tout d'abord, comment et par qui ont été déterminés ces secteurs en amont de la consultation? Seconde question, maintenant que l'orientation est donnée, pourquoi à nouveau centraliser sa mise en œuvre? Pourquoi ne pas poursuivre de manière démocratique, ne serait-ce à minima qu'au sein d'une commission émanant du conseil municipal ou, mieux encore, par un travail collectif avec nos concitoyennes et nos concitoyens? En effet, il reste un travail considérable à effectuer, à commencer par la sécurisation des piétons, des passages piétons et des 2 roues. Nous savons tous que de nombreux vélos et trottinettes ne sont pas éclairés, par exemple. Il faudra aussi une campagne conséquente de sensibilisation et d'information. Et puis, quand ça sera mis en place, il sera temps de nous adresser aux commerçants et de travailler avec eux sur la question encore épineuse de l'éclairage des vitrines. Merci. On peut faire ensemble
Concernant en fait le fonctionnement au niveau électrique de nos bornes lumineuses, il y a tout un maillage qui a été réalisé avec des travaux de rénovation qui ont été faits au fur et à mesure des années. Donc déjà sur le plan pratico-pratique et technique, en fait il y a certaines zones qui peuvent pas être dissociées les unes des autres. Donc c'est une des réalités qui font que bien sûr on voudrait étendre à un maximum la possibilité tout en préservant la sécurité, mais qu'il y a cette contrainte là qui malheureusement voilà doit être prise en compte. Après en ce qui concerne le questionnement fait aux personnes, c'est vrai qu'il y a eu ce relevé d'informations qui a été fait sur la proposition de l'horaire. Donc la tranche de 23h à 5h du matin, il y a une consultation qui a pu être réalisée. Donc après, on ne pourra pas faire un autre type de consultation sur le zonage, puisque je vous dis, la contrainte technique fait que malheureusement, on doit prendre en compte cette réalité-là. En ce qui concerne les commerces et la luminosité, je ne sais pas répondre. En ce qui concerne les commerces, c'est vrai qu'on reçoit de temps en temps des lettres d'usagers. Je ne sais pas si vous leur avez demandé de nous écrire en disant qu'il y a, là je plaisante, qu'il y a des vitrines allumées et qu'ils souhaiteraient qu'elles soient éteintes. Après, si je ne dis pas de bêtises, après minuit, hein, s'il y a un texte là-dessus. Oui, sauf que nous n'avons pas de pouvoir de police, mais à chaque fois, nous envoyons aux commerçants un petit mot en le priant d'éteindre les lumières. Il n'y en a pas beaucoup des vitrines allumées. On va continuer à demander gentiment, poliment aux commerçants de le faire. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous avez de meilleures propositions, on est preneur. Nous, on fait une proposition qui est là, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est amendable. Si vous avez de meilleures propositions, faites-les. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on ne peut pas impunément, sans rien faire, voir les dépenses de nos fluides, électricité, gaz notamment. Gaz, plus de 140% d'augmentation. Électricité, 68% d'augmentation. On ne peut pas laisser ces dépenses évoluer avec cette inflation intolérable sans rien faire. C'est, pour vous donner une idée, M. Rouget, aujourd'hui, les dépenses de fluide, c'est 2 millions d'euros dans notre budget. On a inscrit, vous l'avez dû voir tout à l'heure, comme on a fait pour les opérations façades, on a inscrit 1 million supplémentaire. 1 million supplémentaire, on a écrit. Je préférerais les mettre sur les opérations façades ou d'autres choses. Et maintenant, si vous avez de meilleures solutions pour qu'on fasse des économies, je suis preneur. Si vous considérez que les secteurs qui sont proposés ce soir peuvent être modifiés, mais à mon avis, vos propositions seront reçues si elles vont dans le sens de l'extension, pas de la diminution, ça va de soi. Quels ont été les principes fondamentaux qui ont été retenus? C'est de préserver l'éclairage public en centre-ville, dans les endroits où il y a du monde. Et par contre, dans les quartiers où le soir, il y a moins de monde, et on a vu qu'il n'y a pas eu d'opposition de la part des personnes qui ont été consultées, on fait cette proposition. Dans le même temps, vous le savez, j'ai demandé au service sur les nouvelles installations d'éclairage public. Quand on refait une rue, qu'on procède à l'enfouissement des lignes, etc., qu'on refait l'éclairage public, on a décidé de mettre en service un dispositif qui fait que quand une personne circule dans la rue, la lumière s'éteint. Et dès qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, véhicule, cycliste, piéton, les lumières se rallument. Et dès qu'il n'y a plus personne, elles s'éteignent. Il est impératif que nous mettions en œuvre tous les dispositifs possibles pour faire des économies sur cette dépense qui devient insupportable. Maintenant, si vous avez des propositions... non, mais nous, on a juste demandé quels étaient les critères. Madame Marin nous a répondu, elle nous a dit qu'il y avait des contraintes techniques, donc on a eu la réponse. Hein. Je vais plus loin. Je vous dis que si vous avez des meilleures propositions, je suis preneur. Je vais plus loin que vous. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Rouget. Oui, nous allons nous abstenir sur cette délibération parce que nous sommes en désaccord avec une partie du texte de ce contrat qui, sous un aspect de neutralité administrative, est très orienté politiquement. Je ne vais prendre que quelques exemples. Par exemple, nous avons dit et nous répétons que l'amplification de la police municipale est rendue nécessaire par une politique ancienne et néfaste de réduction des effectifs de la police nationale et donc par un recul de l'État dans ses fonctions dites régaliennes.
Pour ça, pour nous, ça n'est pas une fatalité. Il faut donc de toute urgence renforcer ce service public d'État, tout comme ceux de la justice, de l'hôpital ou de l'école, au lieu de pallier cette désertion. Il est aussi écrit que la vidéosurveillance doit être développée, alors qu'on sait parfaitement aujourd'hui qu'elle ne joue qu'un rôle marginal dans les élucidations de crimes et de délits. Il s'agit donc bel et bien d'une posture idéologique de surveillance des personnes et non d'une volonté d'efficacité. Autre exemple, suivant une triste mode, il est question de radicalisation, mais comme par hasard, le texte ne cite que l'islamisme, dont personne ici ne nie les ravages dramatiques, que personne ne détourne notre propos. Pourquoi seulement cet exemple? Qu'en est-il du terrorisme d'extrême droite, qui cause des morts lui aussi régulièrement, en France tout récemment et à plusieurs reprises? Là aussi, le choix de cet unique exemple n'est pas neutre. Pour finir, nous ne pouvons pas voter en faveur d'un texte qui parle prioritairement, je cite, d'améliorer la détection de la fraude au sujet de mineurs non accompagnés qui cherchent asile, soutien et protection dans notre pays et dans notre ville. Cet amalgame ne nous honore pas et entretient de bien tristes fantasmes, loin des réalités que connaissent les actrices et les acteurs de terrain. Merci pour cette intervention. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Monsieur Calatayud, vous voulez... Oui, bien sûr, je rejoins parfaitement les observations de notre collègue, notamment en ce qui concerne le désengagement de l'État dans la politique de sécurité et de protection des biens et des personnes. Il n'empêche que, cela étant dit, ça, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot en disant justement parce que l'État se désengage et que l'État, par l'intermédiaire du législateur, a donné aux polices municipales des compétences supplémentaires, nous devons rester, nous, sur notre Aventin. Nous devons, bien au contraire, nous positionner, car c'est la responsabilité du maire et de notre collectivité de s'engager aux côtés de nos concitoyens pour les assurer de la protection, de notre protection, de la police municipale. Il faut savoir que le corps de police municipale a été étoffé non seulement depuis 2001, mais surtout depuis ces dernières années, puisque nous avons non seulement un corps de police municipale de jour, mais nous avons mis en place depuis maintenant presque un an une brigade nocturne qui donne satisfaction à la population avec un numéro dédié. Et nous ne pouvons que nous féliciter de la compétence et du professionnalisme des membres de la police municipale. Sur le deuxième point de votre intervention concernant la vidéoprotection, bon, pardonnez-moi, mais c'est une vieille lune. Cette position, la position que vous adoptez est une posture politique ou idéologique, même plus politique maintenant, puisque toutes les villes, que ce soit de droite, de gauche, du centre, sont dotées de caméras de vidéosurveillance. Non seulement les communes, mais les transports publics, les banques, les galeries marchandes, et tous les espaces, tous les établissements recevant du public. Donc dire que les citoyens sont surveillés, ne sont pas surveillés, ils sont protégés. Oui, merci Roger d'avoir ajouté ces points. On en est loin du flicage. Moi, je voudrais profiter de cet échange pour à mon tour rendre un hommage à notre service de la police municipale, qui s'est doté d'un nouveau directeur général, M. Larivière, dont nous sommes parfaitement satisfaits, avec un adjoint qui est tiré olympique que nous connaissons bien et qui a toute notre confiance, avec des équipes qui ont été étoffées, avec, Roger Vincent l'a dit, la création d'une brigade de nuit sous l'autorité de Marlène, je ne me souviens plus de son nom. Hein? Taquet. Marlène Taquet. Remarquable perception de la part de la population de la présence de la brigade de nuit. Alors, après, je vous l'ai dit en propos liminaire, sur beaucoup de vos remarques, on ne peut qu'approuver. Mais dans le même temps, considérant que nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité de nos concitoyens, eh bien, nous sommes obligés d'avancer, même s'il y en a d'autres qui reculent pendant ce temps. Oui, Madame Lahut. Merci, Monsieur le maire. Nous nous félicitons que cet immeuble soit vendu à la société Promologie. Comme cela, en plein cœur de ville, nous aurons des logements sociaux, une garantie pour la mixité sociale.
Par contre, pourriez-vous nous confirmer que la société Promologie reconstruise la façade à l'identique? Absolument, madame. Ça fait partie des conditions que nous avons imposées à l'acquéreur. Et je dois vous dire que je suis quand même très satisfait, moi aussi, que ce soit Promologie qui ait pris ce chantier en main, d'abord parce qu'ils sont plus compétents que nous, ensuite ils ont davantage de moyens que nous, et enfin, ils vont aller plus vite que nous. Je vais rappeler tout à l'heure que pour nous, il y en avait au moins pour 3 ans. Et avec eux, ça va aller un peu plus vite. Donc moi aussi, je suis satisfait et merci de votre remarque.